Bonsoir à tous, il est exactement 20h à Libreville, à la une de ce journal. Quelle ambiance prévaut au port Molle de Libreville où plusieurs familles restent sans nouvelles de leurs proches 6 jours après le drame du navire Esther Miracle. Vous le verrez. Y a-t-il un avantage dans les transactions financières électroniques? Vous aurez les avis des consommateurs dans ce journal. Et puis 15e session des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, une rencontre à plusieurs enjeux. Nous ouvrons ce journal avec le drame du navire du bateau Esther Miracle. 15 nouveaux corps repêchés hier soir au large des côtes de Libreville. Plusieurs familles restent toujours sans nouvelles de leurs proches disparus. Les vagues d'émotions ne cessent de grimper. Plus de précisions dans ce reportage de Carmen Yégué. La pluie s'est arrêtée en cette fin d'après-midi, mais les drapeaux en berne et l'atmosphère morose témoignent toujours de la tristesse qui a gagné l'ensemble des Gabonais depuis le drame. En cette deuxième journée de deuil national, les familles des disparus réunies sur les quais du port Molle à Libreville n'ont que l'espoir pour tenir. Le bilan s'alourdit de jour en jour. 15 corps supplémentaires ont été repêchés hier, portant à 21 le nombre de personnes décédées à ce jour. À chaque nouveau cadavre, l'incompréhension et la colère montent envers les membres du gouvernement. Et si moi je suis le père d'une famille et que quelque chose arrive dans ma maison parce que tout simplement on a manqué de vigilance, je suis quelque part responsable. La Marine nationale, n'est-ce pas, en charge de ces questions, on aurait peut-être pu éviter un tel problème parce qu'un moteur défectueux, à l'embarquement, on sait déjà qu'avant d'embarquer, puisque ce sont des vies humaines, on ne peut pas prendre le risque, on sait déjà que ce bateau-là devrait en principe être révisé. S'il y a une panne quelconque, on devrait déjà savoir ça et chercher à résoudre le problème à temps afin que les choses se passent bien. En attendant d'établir un responsable, place d'abord au recueillement. Ce soir, le président Ali Bongo fera le tour des messes pour témoigner son soutien à la nation. Et puis toujours en rapport avec ce fait d'actualité, une cellule de crise a été mise en place au port Molle de Libreville. Sa mission apporter une assistance psychologique aux rescapés et aux parents des victimes en état de choc. Une tâche délicate en pareille circonstance. Chimène Nindon pour les détails. Formé à la compréhension du comportement humain, à l'écoute, le psychologue clinicien est attentif aux difficultés d'autrui. C'est le rôle actuel que joue Carole Alogo et bien d'autres psychologues depuis la mise en place de la cellule psychologique due au naufrage. Alogo entretient non seulement les rescapés du naufrage, mais aussi les parents désemparés. Pour la cellule psychologique, d'écouter les parents, les rescapés qui étaient là parce que et on a qui pouvaient parler, qui étaient choqués. Donc on a pu remarquer le choc, la sidération. C'est sur le plan psychologique, la sidération et le mutisme. Il y en a qui ne parlaient même pas, qui ne parlaient pas, qui avaient un regard vide et qui ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver. Naturellement, dans ces conditions, on imagine que les parents sont désemparés parce qu'on ne sait pas où se trouve son parent. Dans quel état il est, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il ne l'est pas. Donc on a constaté vraiment une forte angoisse de la part des parents, un désarroi, une colère, des étonnements, des questionnements. Depuis que nous les entretenons, nous remarquons qu'au début c'était vraiment de l'angoisse et puis petit à petit avec le temps, il y en a qui commencent à comprendre que après 2 jours, 3 jours, si le parent n'est pas retrouvé en mer, il y a quand même de fortes chances qu'il ne soit plus en vie. Donc, beaucoup commençaient à l'accepter. Et donc, nous, le travail que nous faisons avec eux, c'est de les écouter. Et pas besoin de parler forcément, c'est de les écouter. Ils ont besoin de se sentir écoutés. Ils ont besoin de la chaleur, de la présence des autres et c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Comment se passe la prise en charge? La prise en charge, elle se fait maintenant, elle se fera aussi après. Et c'est pourquoi on a mis 2 numéros verts, dans le numéro de la cellule psychologique d'ici et le numéro vert de la Croix-Rouge gabonaise. Donc toutes les personnes qui voudront continuer la prise en charge
chez les psychologues sont priés d'appeler sur ce numéro que nous avons vulgarisé. Depuis la mise en place du service psychologique, rescapés et parents confondus, le nombre de personnes entretenues s'élève à plus de 100 personnes. Et puis les 15 corps repêchés des eaux hier soir par les équipes de recherche ont été immédiatement conduits dans les maisons de pompes funèbres de la place. C'était en présence de Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Dans ces ambulances qui quittent le port molle de Libreville, des corps, 15 au total, des naufragés de la catastrophe maritime du 9 mars dernier. L'émotion ici est perceptible. Derrière ce dispositif de sécurité, les familles des victimes de ce drame assistent au transfert des corps vers les maisons de pompes funèbres. Tous les corps repêchés des flots ce jour ont été extirpés de l'épave du bateau, repéré à 30 mètres de profondeur au large des côtes gabonaises. Ce soir encore, il faut saluer la bravoure des équipes et du dispositif de recherche des forces aériennes, terrestres et navales mis en place depuis cet accident maritime. À ce jour, selon le bilan officiel, 21 corps au total ont été repêchés des eaux. Les recherches se poursuivent intensément pour retrouver l'ensemble des disparus, conformément aux instructions du président de la République, qui a décrété lundi 3 jours de deuil national en mémoire des victimes de cette catastrophe maritime. Et puis, principal acteur majeur de sécurité maritime au Gabon, la Marine nationale dispose-t-elle des moyens conséquents en pareilles circonstances? Notre rédaction s'est penchée sur la question. Estelle Amban vous apporte les détails. Au centre de nombreux questionnements depuis la tragédie causée par le naufrage de l'Esther Miracle, la politique de sécurité maritime au Gabon fait déjà l'objet de nombreux travaux de recherche. Dans une publication parue en mars 2022 sur la coordination du Centre indépendant de recherche d'information et de débat sur les grandes questions internationales IFRI, le Dr Bruno Veheban affirme qu'il s'agit d'une innovation récente au Gabon qui s'incarne dans la stratégie maritime intégrée du Gabon, la SMIG. Au nombre des défis de la mise en œuvre de cette stratégie, l'auteur relève l'insuffisance des moyens de la Marine nationale en tant que pilier. Au départ, la mission de la Marine se limitait à la surveillance côtière. Elle est désormais élargie à la protection, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la veille, le maintien et la restauration de l'ordre public en mer, un volet qui comprend la protection et le contrôle de la navigation, les recherches, sauvetage et évacuation en mer. Les équipements répertoriés par le chercheur sont 2 patrouilleurs reçus en 1988 et 1990. 3 vedettes gardes-côtes datant respectivement de 1977, 75 et 68 et 4 vedettes côtières reçues en août 2010. Un centre de commandement, de contrôle et de gestion de crise maritime a été créé en 2017. Il réunit toutes les administrations concernées par le domaine maritime et est connecté aux systèmes radars et aux satellites internationaux, dont l'Agence gabonaise des études et d'observation spatiale collecte les informations. Et puis au cours de notre édition de 13h, Roland Djacou est revenu sur les opérations de recherche qui se poursuivent toujours au large des côtes de Libreville après la découverte de 15 nouveaux corps. Je vous propose de suivre un extrait. Au 6e jour de la catastrophe, c'est toujours la consternation, si la tristesse que l'on peut lire sur le visage des familles qui sont encore en attente peut-être des miracles de la part des secouristes qui sont de l'autre côté en train de mettre tous les petits plats dans les grands pour pouvoir poursuivre la recherche avec les moyens qui sont mis à la disposition grâce au président Ali Bongo, mais aussi au gouvernement gabonais. Au 6e jour, la situation, comme je l'ai dit, au
risque de me répéter, est très très lourde. Le bilan s'alourdit, comme vous l'aviez d'ailleurs vu au début de cette édition d'information. 124 personnes ont été secourues, 21 corps sans vie ont été retrouvés et 16 personnes sont portées disparues. On part de 6 à 21 personnes décédées, ce qui n'arrange pas totalement les familles. Il fallait d'ailleurs s'y rendre du côté du Port-Moll hier parce que l'équipe de TV+ est mobilisée jusqu'à presque 1h du matin pour suivre justement cette actualité et essayer de comprendre un peu de comprendre les mécanismes qui sont mis en place pour permettre à ce que les équipes de recherche puissent continuer à rechercher, bien évidemment, parce que ça, il faut le préciser, que ces 15 corps ont été découverts entre 10h et 18h de la journée d'hier, du 14 mars. Donc, il y a eu, ils sont toujours à pied d'œuvre, ces équipes, pour pouvoir retrouver des corps, et au risque de me répéter, on attend qu'un miracle peut-être se produise, parce qu'il y a des familles qui sont encore dans le déni, qui se disent non, on préfère en parler, on reste confiant, peut-être que nos personnes qui étaient dans ce bateau et qui malheureusement ont coulé avec le navire reviendront, peut-être qu'il y a eu telle ou telle chose, plusieurs choses se disent du côté du Port-Moll, mais aussi on s'est rendu du côté du CHU d'Angonji, où les corps ont été déportés pour identification. Plusieurs familles se sont dirigées vers la morgue de l'hôpital d'Angonji pour essayer effectivement d'identifier les corps. C'était pénible. C'était très pénible de voir des femmes en train de pleurer, de voir des hommes qui sont en train d'identifier des corps qui étaient presque méconnaissables. Et ça, il faut le préciser. Et c'est une situation qui met non seulement les familles dans une position très difficile, mais aussi la nation entière. Raison pour laquelle le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national, ce qui est respecté d'une manière ou d'une autre dans Libreville et un peu à l'intérieur du pays, parce qu'entre Libreville et Angonji, hier nous avions sillonné, on s'est rendu compte qu'il y avait un calme absolu, un calme qui dit effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le pays pleure ses enfants, c'est la consternation. On espère que les recherches qui se poursuivent pourront peut-être dès l'instant où nous sommes en train de parler, ou peut-être après, peut-être nous repêcher encore des corps, peut-être des corps avec vie, c'est ce que l'on souhaite naturellement, ou encore des corps sans vie, ce qui permettra à des familles de peut-être c'est décider de faire le deuil finalement, parce qu'en Afrique c'est très très difficile de faire le deuil quand on n'a pas le corps de son parent, de son ami, de sa femme, de ses enfants, de ses grands-parents et ainsi de suite. Il y a eu une dame qui était d'ailleurs revenue de Port-Gentil pour prendre part aux fiançailles de sa fille. Il fallait voir effectivement comment c'était pénible pour le couple qui venait de se fiancer. Certainement qu'il y a des questions qui passaient un tout petit peu de gauche à droite dans la tête de ces deux-là qui se sentaient d'une manière ou d'une autre coupables. Des choses se disent, ça et là, mais on pense, on garde la foi et on a confiance aux équipes de recherche qui sont en train de draguer le fond de la mer pour essayer de repêcher nos compatriotes qui, malheureusement, avaient pris le navire ce 9 mars. Sur un tout autre plan, nous parlons de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Au Gabon, l'événement est passé sous silence en raison de 3 jours de deuil national décrétés par le président Ali Bongo il y a quelques jours. Jessica Ondjoa pour plus de détails. Chaque 15 du mois de mars, les droits des consommateurs sont mis en avant. Une journée qui consiste non seulement à rappeler l'importance des droits des consommateurs, mais également à sensibiliser la population. Le consommateur a besoin de manger. S'il n'a pas l'argent, il va payer quoi? Écoutez, ils vont payer les choses avec quel argent? L'argent est où? Hein? On interpelle le président. On souffre ici. On souffre ici, il n'y a pas l'argent. L'argent est parti où? Moi, on souffre, nous sommes les pauvres. On n'a plus d'argent, les gens ne payent plus les choses. Regardez vous-même, il faut filmer. Il faut filmer tout ça là. Regardez la nourriture chaude. L'argent est parti où? Les prix augmentent, il n'y a pas l'argent. Les gens meurent de faim parce qu'il n'y a pas. Au marché, les gens ramassent la terre. La nourriture par terre. La vie est devenue plus chère qu'avant. Trop cher, plus que le mot cher. C'est comment dans notre beau Gabon?
La Journée internationale des droits des consommateurs instituée par les Nations Unies en 1983, bien que passée sous silence au Gabon, a tout son sens. Les consommateurs ont des droits et des responsabilités qu'il est nécessaire de s'approprier pour accélérer, pour renforcer l'économie de façon générale. Parce qu'il faut savoir que soit dans la pratique de la concurrence, soit dans le respect des normes de production et de distribution, lorsqu'on tient compte de la vie du consommateur, on réduit les vulnérabilités de l'économie et on maintient la capacité du consommateur à accéder aux biens et services. Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres est le thème retenu en ce jour de célébration. Aux commerçants, aux consommateurs, aux partenaires sociaux, un appel est lancé par les plus hautes autorités. C'est donc une organisation prochaine des assises nationales en vue de lutter contre la vie chère au Gabon. La finance numérique équitable, thème principal de la célébration de cette journée de droits de consommateurs. Y a-t-il des avantages dans les transactions financières électroniques? Les réactions de quelques Librevillois au micro de Jessica Ondjoa. Les transactions financières électroniques, les avis divergent en ce jour de célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs. Je pense très sincèrement que le mobile money n'est pas pour moi une solution fiable, dans la mesure où aujourd'hui il y a beaucoup d'arnaques, et puis il y a beaucoup de trafic dans les comptes de ce genre-là. Moi je préfère garder peut-être mon compte bancaire parce qu'il est un peu plus sûr. Et je pense qu'il est plus surveillé que celui de mobile money. Il peut dépanner de temps en temps, même les amis, les parents qui ont besoin d'un peu d'argent. Parfois, on peut en envoyer directement, mais c'est surtout au niveau de la fiabilité du compte. Bon, si certains estiment que ce compte est fiable pour eux, je ne les décourage pas. Ils peuvent continuer. Moi, je dois l'avoir simplement pour dépannage. Le compte bancaire permet de pouvoir conserver son argent. Et si le mobile money joue le même rôle, je crois que c'est une solution. Bon, j'utilise plus le mobile money parce qu'il est un peu plus accessible. En fait, on fait plus les transactions avec. Les transactions sont plus rapides et plus accessibles. Voyez-vous, depuis la maison, si vous avez de l'argent dans votre compte, vous pouvez tout de suite faire un transfert à quelqu'un directement sur son numéro. Or, si la personne ne dispose pas d'un compte bancaire, et ce serait difficile effectivement de passer par une banque et lui faire un virement directement sur le compte. En ce jour, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, semble vigilante sur le secteur des services financiers. La journée du 15 mars vient rappeler les droits fondamentaux à la consommation. L'actualité hors de nos frontières, 15e session ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. C'est après-demain à Yaoundé, capitale du Cameroun. Les enjeux de cette rencontre avec Alexandre Baoumdou. Le 17 mars 2023 se tiendra à Yaoundé la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Une rencontre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se tient au moment où les réformes institutionnelles de cette organisation supra-étatique sont devenues opérationnelles. Bien qu'ayant impulsé une énergie nouvelle au processus d'intégration, la CEMAC n'a pas pu enrayer pour autant tous les défis liés à la gouvernance de la communauté. En effet, à côté des enjeux relatifs à la gouvernance de ces institutions, l'organisation dont a la charge le professeur Daniel Onaondo fait également face aux conséquences des crises multiformes générées successivement par la chute du prix du baril du pétrole, la pandémie de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Cette conférence des chefs d'État de la CEMAC se veut fructueuse afin de donner une impulsion nouvelle à la communauté. Une impulsion qui ne peut être effective que grâce à la désignation des hommes et des femmes responsables sur le plan institutionnel, à la mise en place de certaines institutions et organes spécialisés d'exécution. Il faut dire que le succès de la 15e session des chefs de l'État de la CEMAC repose sur plusieurs facteurs, à savoir
une ferme volonté politique et un engagement sans faille des États et des institutions communautaires en faveur des stratégies et des actions arrêtées. Une prise de conscience effective de l'intégration régionale et de son programme économique et enfin de la promotion de l'esprit de rigueur, de transparence et de bonne gouvernance. Où en est l'éco-monnaie commune ouest-africaine qui verra le jour d'ici à 2027? Est-ce réaliste? Les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisageaient mettre cette monnaie en place dans la sous-région. Le récit avec Maya Meza. Ils ont en effet adopté une feuille de route en vue du lancement d'une monnaie commune en 2027. Selon le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, à l'issue d'un sommet au Ghana, BBC Afrique s'est entretenu avec l'économiste sénégalais Malik Sané sur les défis de l'organisation. Cette feuille de route sera effectivement réaliste à condition que les pays travaillent d'ores et déjà pour pouvoir, à l'échéance 2027, être prêts pour mettre en place cette monnaie commune de la CEDEAO. Pour mettre en place une monnaie unique à l'échelle de 15 pays, il faut des préalables comme l'avait prévu le traité d'Abuja avec la création pour l'Afrique de l'Ouest de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui devrait être en place depuis 2014 et qui ne l'est pas encore à nos jours. Tout dépend de l'engagement et de l'organisation des pays. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis à relever et si les pays s'engagent véritablement, il y a des possibilités à l'horizon 2027. Faire une convergence, une économie comme celle du Nigeria, qui est un des premiers leaders économiques du continent, pose problème et surtout des problèmes techniques. Du point de vue de la démographie, le Nigeria, c'est 270 millions d'habitants, alors que les autres pays tournent autour de 20 millions d'habitants. Le Nigeria est aussi le seul pays producteur et exportateur de pétrole en Afrique du Sud, du Sahara, alors que la quasi-totalité des autres pays sont des pays importateurs. Troisième point au Nigeria, on est à des taux d'inflation à 2 chiffres, alors que dans les autres pays, on n'atteint même pas 2%. Quatrième point, le Nigeria ne joue pas son rôle de pays leader, suffisamment engagé à tirer les pays vers le haut parce qu'il y a des coûts économiques et des coûts sociaux que le Nigeria devrait supporter. Et ce pays n'a pas encore le courage de les supporter comme la France, l'Allemagne l'ont fait en ce qui concerne l'Europe. Le Nigeria devrait donc montrer plus d'engagement, plus de détermination en travaillant pour se conformer et rendre possible la mise en place de cette monnaie unique à l'horizon 2027. Une feuille de route est désormais en place, mais l'avenir de la monnaie unique ne sera-t-elle pas imposée par l'économie réelle? C'est la raison pour laquelle cette réforme doit être la plus participative possible. La suite de ce journal, le bilan du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique a dépassé les 200 morts, provoquant inondations et glissements de terrain. En 3 semaines, ce cyclone à la longévité record a frappé l'Afrique australe 2 fois. Les secouristes ont dit craindre plus de victimes alors que l'espoir diminue de retrouver les survivants dans les villes et villages ravagés. Freddy, qui a suivi une trajectoire en boucle rarement répertoriée par les météorologues, a touché la terre pour la seconde fois pendant le week-end au Mozambique, puis s'est dirigé tout lundi vers le sud du Malawi voisin. Écoutons un témoignage de Steve Panganani, un habitant d'une zone ravagée, dans cet extrait. Vous voyez, cette zone était remplie de maisons. Toute la zone ici, de là-haut. Et les gens ont disparu. Les gens ont disparu. Les choses ont disparu. Tout a disparu. A chuté. A chuté. De là-haut. Vers le bas. 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 C'était une zone nouvellement créée. Il y avait beaucoup de maisons. Beaucoup de maisons. Mais elles ont toutes disparu. Il y a beaucoup de cadavres dans la boue. Beaucoup de cadavres. Nous quittons l'actualité internationale pour parler de sport. 3e journée du championnat de la Ligue de l'Est hier de volleyball. Manga Volleyball est revenu à bout de Kwan Volleyball après un match à sens unique. Jeremy Goma nous donne plus de précisions. Le gymnase du lycée national Léomba a abrité la 3e journée du championnat de la Ligue de l'Estuaire de volleyball. Une occasion pour ces férus du volley de renouer avec les terrains après 2 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19. Après les hommes, le tour est venu aux femmes d'en découdre
en l'occurrence Manga Volleyball face à Kwan Volleyball. La déception était du côté de Kwan Volleyball. C'était un match assez difficile, mais surtout qu'on pouvait aussi prendre. Je pense qu'à un moment donné, on a eu peur de la victoire, on a baissé les bras au moment où il ne fallait pas. Il suffira de travailler un peu plus et je pense qu'on tiendra le bon bout. Côté Manga, la satisfaction était de mise et les objectifs demeurent les mêmes. Je suis satisfaite à 80% parce que je connais mes filles et elles donnent souvent le meilleur d'elles-mêmes. Mais pour ce set, elles ont été à 80%. Souvent, elles sont à 100%, mais là, il y a quand même eu des manquements. Mais dans l'ensemble, je suis satisfaite. Donc, ce que je vais dire à mes filles, c'est de travailler davantage parce qu'il n'y a que le travail qui paye. C'était 3-7-0 pour toutes les équipes qu'on va affronter. Et jusque-là, ça tient la route. Et on va continuer dans la même tendance pour tout le championnat. La 4e journée augure déjà des bonnes intentions avec ses compétiteurs, dont le niveau est très révélateur. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés sur TV+ pour la suite de nos programmes. Au revoir.